Salut à tous, comment ça va? Eh bien moi ça va très bien et ce pour trois raisons. La première, c'est qu'on est désormais 500 sur la chaîne et je tenais bien évidemment à vous remercier d'être toujours de plus en plus à vous abonner et de m'apporter régulièrement votre soutien et vos encouragements. Vous êtes juste au top, merci beaucoup. La deuxième raison, et vous l'aurez peut-être remarqué, c'est qu'il y a du nouveau en termes de prise de vue et de prise de son. Pour la vidéo, c'est désormais un Canon Reflex comme celui-ci qui s'occupe de faire le boulot, tandis que pour le son, c'est ce petit micro. Donc les sons caverneux façon GoPro, ça. Et enfin, troisième et dernière raison, c'est que grâce à ce mec, j'ai appris à faire ça. Bonjour. Je peux le dire, Vas-y, vas-y, vas-y. Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 9 de Run to the Sky. C'était bien, hein? Ouais, c'était pas mal, ouais. Parti. Donc je nous ai contacté une petite balade d'à peu près 50 km, ce qui va nous faire à peu près 1 heure de vol. Et pendant cette balade, eh bien, on va en profiter pour parler de tout ce qui me semble important durant une navigation. Et on attaque tout de suite avec le numéro 1, la gestion de carburant. Alors point évidemment essentiel avant de partir en balade, on s'assure qu'on embarque assez de carburant. Pour cela, il est essentiel de connaître sa consommation à l'heure, sa vitesse de croisière et le kilométrage total de sa balade. Donc ma machine consomme 4 litres à l'heure. Comme j'ai préparé ma navigation, je sais que mon circuit fait à peu près 50 km. Et grâce à l'application PPGPS, je sais que ma vitesse de croisière oscille entre 30 et 35 km/h. A partir de là, je n'ai plus qu'à faire une simple règle de 3 et j'obtiendrai le carburant minimum à embarquer. Donc je sors ma calculette sur mon téléphone et je fais donc 4 de consommation à l'heure que je divise par 30 km/h de moyenne et je multiplie le tout par 50 km de trajet total. Ça me donne une consommation de 7 litres de carburant au cours de cette navigation. Bon, bien sûr, je prévois toujours une marge de carburant supplémentaire. Ce calcul-là, ce n'est qu'une approximation parce qu'il ne prend pas en compte les variations de la force des vents, la variation du régime moteur et de la vitesse. Mais au moins, il donne une petite idée du minimum de carburant à embarquer. À cela, comme je le disais, j'ajoute une marge et en contrôlant mon niveau de carburant régulièrement en vol, je ne devrais pas avoir de problème. Il fait vraiment un temps superbe aujourd'hui. J'ai pris un peu d'altitude parce que je me faisais un peu secouer, donc j'espère qu'en allant un peu plus haut, ce sera moins turbulent. Ah, visiblement il y a une grosse manifestation en bas. C'est une manifestation équestre, je sais pas si vous voyez les chevaux là-bas. On passe sur le côté pour pas les déranger et pas faire peur aux chevaux surtout. On continue avec le numéro 2, le matériel. Alors comme je vous l'avais dit dans la première partie de cette vidéo, on part sur une navigation qui peut nous entraîner loin de la maison. Et du coup, il faut être équipé en conséquence. Alors côté outils, je me suis préparé un petit pack de première nécessité pour faire face à une éventuelle réparation. Il est juste là. Non, par contre, je vais pas vous sortir les outils parce que je ne sais jamais, vous imaginez. Donc j'ai une clé à molette qui... Pardon. Donc dans ce kit de réparation, j'ai une clé à bougie, une bougie de rechange, une clé pour les écrous de l'hélice et de la sellette, une pince coupante, du câble haute tension, rigolez pas, je connais quelqu'un qui en aurait eu besoin, un couteau, du scotch électrique, des colliers Rislan et enfin un petit tournevis. Deuxième point, j'embarque tout ce qu'on peut assimiler à du confort de vol dans cette sacoche, c'est-à-dire une batterie externe et son câble, une petite bouteille d'eau pour s'hydrater et du chocolat pour le sucre. Alors ça peut être marrant comme ça parce qu'on dirait un petit garçon qui amène son goûter en vol, mais je pense que ces deux derniers points sont très importants. Et d'ailleurs, si vous passez le théorique QLM à ce moment-même, vous le savez, parce qu'il y a tout un volet sur la physiologie avec des questions qui vont bien à l'examen. Donc faire fonctionner la machine qui est derrière, c'est bien, mais il faut penser aussi à faire fonctionner celle-là. Allez hop, on va traverser le fleuve. Et enfin, petit plus personnel, ce petit brassard qui a été cousu sur le dessus de la sacoche, et où vous l'aurez compris, j'insère mon smartphone, qui me permet d'avoir en temps réel une aide à la navigation, mais aussi le retour caméra quand je vous fais des images comme ça.
ou alors tout simplement pour rester joignable par message en cas d'urgence. Alors maintenant on va parler du numéro 3, la navigation. Alors comme je vous l'avais dit sur l'épisode traitant de PPGPS, que vous pouvez retrouver là, je prépare ma navigation à la maison grâce à Google Earth. Et avec, j'implante différents waypoints de manière à me faire une navigation. Ça me permet d'organiser ma balade au mieux et d'éviter de tomber sur des zones réglementées, survoler des habitations, déranger des gens, etc., etc. Mais il faut aussi être vigilant sur la météo et notamment les vents. Bon là, je vous spoil, vous le voyez de vous-même, nous sommes arrivés sur la mer. Et je me renseigne bien sûr avant d'y arriver que les vents soient bien orientés vers les terres, de manière à ce que, en cas de problème, je sois constamment poussé vers l'intérieur des terres et non au-dessus de la mer. Parce que je sais pas vous, mais moi, visiter les continents par un moteur, je me sens pas trop près. Donc bien sûr, il existe plusieurs sites de prévision météo. Pour ma part, j'utilise le site Ventusky. Je vous mets le lien dans la description. Et il est sympathique ce site parce que il vous propose une animation dynamique des vents, ce qui vous permet de voir directement si vous avez affaire à un vent fort ou modéré et surtout dans quelle direction il vient. À côté de ça, bien sûr, il vous propose les fonctionnalités courantes, précipitations, nuages, température, etc. Bon, quitte à être sur la plage, on va descendre un peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. Allez, je pense que c'est bien amusé, on rentre à la maison. Bon, on va vérifier notre niveau de carburant. Bon, on est large. Alors je sais que certains d'entre vous m'ont demandé une vidéo sur les trims. Vous avez sûrement dû le trouver un peu long et vous auriez raison. Mais ne croyez pas que c'est parce que je n'avais pas envie. C'est tout simplement parce que les trims, je me suis rendu compte que c'était un sujet très vaste et je ne savais pas comment l'aborder. Donc plutôt que de faire un grand exposé et risquer de dire des bêtises, je préfère vous parler de mes trims sur ma voile. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi je détrime et pourquoi je trime. Donc cette voile que vous connaissez, puisque vous la tapez depuis le début de la chaîne, a une capacité d'effet réflexe. D'ailleurs, dans cette séquence, je vais dire pas mal de fois le mot réflexe, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas comme la dernière fois sur la vidéo des entraînements. Allez, on redécolle. Allez. L'effet réflexe, c'est ce qui se produit lorsqu'on a une voile qui présente un profil réflexe. Jusque-là, ça va. C'est en fait un profil qui, lorsqu'il prend forme, crée une sorte d'empennage à l'arrière, comme sur un avion, et qui apporte de l'autostabilité, et plus précisément de l'autostabilité en pangage. Bon, alors en entendant ça, la première chose qu'on se dit, c'est « Waouh, génial, je veux absolument une voile comme ça ». Oui, bien sûr, mais il y a un revers de la médaille. Évidemment, c'est que ce sont des voiles qui communiquent assez peu à leurs pilotes en termes d'aérologie. Et de ce fait, elles sont recommandées qu'à des personnes qui ont déjà une assez bonne expérience de pilotage. Alors les autres vols ne sont pas pour autant dépourvus de tout effet réflexe. Il y en a certaines qui présentent un pourcentage plus ou moins élevé de cet effet-là. C'est le cas par exemple de ma Smart qui est ce qu'on appelle une voile semi-réflexe. Elle présente 50% des capacités d'une voile réflexe pour 50% d'une voile dite conventionnelle. Et donc c'est là qu'on vient à parler des trims. L'une des propriétés du réflexe, c'est qu'au plus on va vite, au plus la rigidité du bord d'attaque augmente. En réalité, c'est le centre de poussée qui offre cette rigidité lorsqu'on le déporte vers l'avant. Et pour le déporter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détrimer. Alors, on va faire ça de manière bien symétrique. Et tac.
Voilà, le fait de détrimer ma voile, je relâche les suspentes arrière, l'aile accélère, part vers l'avant, le centre de poussée part lui aussi vers l'avant et offre une rigidité à mon bord d'attaque. Le résultat donc, c'est que je gagne en vitesse et en plus je minimise le risque de fermeture frontale. Je dis minimiser parce que je suis sur une voile semi-réflexe et bien que ce soit assez rigide pour résister à une aérologie un peu perturbée, ça n'a pas les capacités d'une voile full réflexe. Au point, je vous propose de regarder la vidéo de ce type qui vole sous une voile full réflexe et qui, malgré le fait qu'il tire comme un chameau sur ses suspentes avant, ne parvient jamais à engager une fermeture frontale. La légende raconte qu'il s'est cassé les deux poignets et qu'il a dû se poser avec les dents. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. L'autre avantage d'être un semi-réflexe, c'est que lorsque je vais retrimer ma voile, je vais récupérer les capacités de vol d'une voile conventionnelle. C'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer des capacités de vol à basse vitesse qu'une voile full réflexe n'a pas ou peu. Et maintenant qu'on a parlé des trims, on peut passer au numéro 4, l'habillement. Alors évidemment, il faut penser à adapter sa tenue en fonction des saisons. Et puisqu'ici, nous sommes en hiver, voici ce que je porte. Donc tel que vous le voyez, j'ai une combinaison. Dessous, j'ai des vêtements thermiques avec un renfort au niveau du cou pour me servir de tout au cou si jamais je vais avoir froid au visage. Une paire de gants. Oui, bon, là je les ai pas, mais c'est parce que j'ai pas froid aux mains. Mais sinon, ils sont dans la sacoche juste à droite. Ah tiens, je fais un petit aparté sur les mains. Les gants, ça aide, mais pour lutter efficacement contre le froid, il y a un petit détail tout bête. Et ce détail, c'est qu'il faut penser à mettre ses bras et ses mains au repos de temps en temps. Durant le vol, si on reste en permanence sur ses commandes, au bout d'un moment, le sang va avoir du mal à affluer vers les mains et donc on va attraper rapidement froid. Ça va entraîner une certaine gêne au niveau de la mobilité des doigts et ça peut être rapidement problématique, ou tout du moins désagréable. Parce que pour la petite info, essayez de choper le coupe-contact quand vous entrepoussez gelé. C'est magnifique. Donc pour éviter cela, de temps en temps, il faut raccrocher ses commandes et reposer ses bras pour aussi réchauffer ses mains et permettre le sang de réaffluer correctement. De toute façon, s'il y a des petites corrections de cap à faire, vous pouvez toujours croiser vos jambes à gauche ou à droite, faire une déporcellette et maintenir votre cap comme ça. Et donc pour finir ce volet sur l'habillement, une paire de chaussures montantes afin qu'elles me maintiennent bien les chevilles et que je ne me fasse pas mal si à l'atterrissage je mets les pieds dans un trou. Et alors qu'en étant vue du terrain d'atterrissage et que ce vol ne va pas tarder à se clôturer, je voudrais juste vous partager une petite astuce qu'on m'a appris la dernière fois. Alors lorsque vous êtes en vol ou au sol et que le jour commence à décliner, il y a une petite astuce pour connaître le temps de vol restant avant que le soleil se couche. Et pour ça on a besoin que de sa main. Alors je m'explique, j'espère que vous allez pouvoir voir ma main à l'image. Vous vous débrouillez pour intercaler entre l'horizon et la base du soleil le nombre de doigts exact. C'est-à-dire que là, par exemple, pour moi, je peux en mettre 2. On considère que chaque doigt représente 15 minutes. Donc du coup, je peux en déduire que dans une demi-heure, le soleil se couche. Alors à ce moment-là de la vidéo, vous me prenez sûrement pour un gros joueur de flûte. Donc je ne vais pas vous forcer à me croire. Mais juste, je vous demande de faire l'essai et de me dire dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo si ça a marché pour vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sans être de l'horlogerie suisse, c'est quand même assez précis. Donc essayez, dites-moi et éventuellement après je vous dirai de qui je tiens cette astuce. Allez, on est en vue de la maison, on va pas tarder à se poser. On va retrimer la voile pour arriver un peu plus lentement à l'atterrissage. Hop, on ajuste un peu que ce soit parfaitement symétrique et c'est bon. Hop, ça réchauffe les jambes un peu aussi, plus dynamique. Et tout en douceur. Hop, on arrondit. Et voilà. Hop là. Superbe. Hop. Super. Et c'est la fin de cet épisode 9 en 2 parties consacré à la navigation en paramoteur. J'espère que je vous aurai appris quelques trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les poser dans l'espace commentaire situé juste en dessous de cette vidéo. Et enfin, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à la chaîne Run to the Sky pour vous tenir au courant de mes actualités et de la sortie de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, voler et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Alors oui, c'est pas mal, mais le geste, très important le geste, faut penser au geste. Ouais.